Le sable sous les pieds des légionnaires tremblait, comme si la terre elle-même craignait ce qui allait se produire. Dans l'air planait un grondement, semblable au souffle d'une bête prête à s'échapper de sa cage. Des dizaines d'hommes tiraient sur des cordes grinçantes, tendant la corde faite de tendons torsadés. Un instant plus tard, un craquement retentissait, et un lourd carreau, épais comme un bras, fendant l'air avec un sifflement, portait la mort à une distance de 400 mètres. L'homme antique pouvait-il créer une arme qui, par sa puissance et sa précision, rappelait un fusil de précision? Et comment parvenait-il à semer la terreur parmi des armées entières bien avant l'invention de la poudre à canon? La réponse à cette question est cachée dans les inventions qui ont changé la notion même de guerre, le scorpion et la baliste. Mais la manière dont ils sont devenus des symboles du génie romain, c'est une histoire non seulement de machines, mais aussi d'hommes pour qui la précision était plus importante que la peur. Les Romains appelaient leurs machines de jet des torsionnae, du mot latin torsion. Leur force ne naissait pas de la lourdeur, mais de faisceaux de tendons tendus, torsadés à l'extrême, tels les nerfs d'un soldat avant la bataille. C'est ce cœur mécanique qui permettait aux scorpions de lancer des flèches avec une telle vitesse que, selon l'historien Végès, elles transperçaient boucliers et armures de part en part. Les archéologues ont trouvé sur le site de la bataille de Numance les vestiges de l'une de ces machines, des pointes de carreaux en fer et des douilles en bronze, calcinées par la chaleur du siège. Chaque fragment rappelait que les Romains bâtissaient leur puissance non par le nombre, mais par l'habileté. Le scorpion n'est pas qu'une simple machine de jet. C'est la volonté concentrée des ingénieurs de Rome. Sa corde d'arc, faite de tendons de bœuf, sèche et vibrante, résonnait avant le tir comme un hurlement étouffé, court, mais annonciateur de mort. Le fût en bois, revêtu de bronze, était froid et lisse, comme la peau d'un serpent prêt à bondir. Lorsque le centurion donnait l'ordre de tirer, le bruit du métal fendant l'air était semblable à un coup de tonnerre par temps clair, soudain, perçant, impossible à oublier. Celui qui se tenait devant un scorpion ne voyait qu'un bref éclair de soleil sur la pointe et n'avait pas le temps de comprendre que sa vie était déjà terminée. Les Romains utilisaient ces machines lors des sièges et des batailles rangées, les disposant en rangée derrière la première ligne des légions. Les commandants savaient, aucune phalange ennemie ne tiendrait si sa formation était rompue par plusieurs flèches d'acier à la fois. Polybe écrivait que les scorpions ouvraient la bataille, forçant l'ennemi à perdre la densité de sa formation, avant que les légionnaires ne passent à l'attaque. Mais le principal miracle de l'ingénierie romaine ne résidait pas seulement dans la machine elle-même, mais dans le système qui permettait d'en créer des dizaines. Dans chaque légion, il y avait des spécialistes, les balistiques, des hommes responsables de la précision et du réglage des engins de jet. Ils étaient considérés comme aussi importants que les centurions, car la destination du carreau de fer dépendait de leurs calculs. Pour assembler un scorpion, il fallait presque autant de travail que pour fabriquer une armure de légat. Chaque pièce était usinée avec précision. Chaque tendon était tendu en tenant compte de l'angle et de l'humidité de l'air. Ainsi commença une nouvelle ère de guerre. Une époque où les Romains rendirent pour la première fois la mort mathématiquement précise. Et pourtant, dans ce silence entre les tirs, au milieu des cordes tendues et de l'odeur de la résine, se cachait quelque chose de plus qu'un simple calcul d'ingénieur. C'était un sentiment de puissance sur les éléments, un moment où l'homme réalisa pour la première fois qu'il pouvait envoyer la mort plus loin que ne portait son regard. C'est précisément ce moment qui fit de Rome ce qu'elle devint. Et bientôt, lorsque le scorpion céderait la place à sa sœur plus puissante, la baliste, la guerre se transformerait en un art où les pierres et le fer décideraient du destin des empires. Lorsque les légions romaines commençaient les préparatifs d'un siège, tout se transformait en un rituel minutieusement orchestré. La terre ne tremblait pas sous le pas des soldats, mais sous les coups des marteaux de forgerons. Là, à la périphérie du camp, naissaient des engins capables de briser des villes. La baliste, la sœur aînée du scorpion, était l'incarnation de la folie d'ingénierie de Rome. Ces énormes bras en frêne et en bronze étaient tendus à l'aide de treuils, et ces cordes, faites de tendons torsadés de taureaux et de chevaux, nécessitaient une humidification constante pour ne pas se dessécher sous le soleil. Un seul tir coûtait des heures de travail à des dizaines d'hommes. Mais le prix était justifié, car la baliste pouvait lancer une pierre pesant des dizaines de kilogrammes à une distance de plus de 400 mètres. Les Romains appelaient ces maîtres des tormentarii, spécialistes des machines à tension. Ils étaient à la fois ingénieurs, mathématiciens et artisans. Leurs connaissances se transmettaient de génération en génération et étaient gardées comme un secret. Le légat leur faisait plus confiance qu'à ses propres centurions, car une erreur d'un tormentarius pouvait coûter la victoire. Pour un tir précis,
ils utilisaient des viseurs en bois avec des graduations, calculant l'angle d'inclinaison, la force du vent, la densité de l'air. Ce n'était pas seulement un calcul, c'était un rituel de précision. Et, quand l'énorme corde relâchait sa pierre, celle-ci ne volait pas au hasard, mais strictement selon une trajectoire calculée, comme soumise à la volonté des dieux. Selon Tite-Live, lors du siège d'Amphipolis, les balistes abattaient les murs comme s'ils étaient frappés par les marteaux des titans. Les contemporains disaient que le son de leurs tirs était audible à des kilomètres et qu'il inspirait la terreur même à ceux qui ne voyaient pas l'impact lui-même. Une pierre lancée par une baliste ne brisait pas seulement la maçonnerie, elle brisait le moral de l'ennemi. L'imagination dépeignait ce moment. Les soldats ennemis sur les murs voyaient un cercle sombre approcher, comme leur propre destin. L'impact, le craquement de la pierre, un cri, la poussière retombant sur les casques, et de nouveau le silence empli de peur. La baliste n'agissait pas seule. Chaque tir était accompagné du rythme des commandements, du coup de tambour, du tintement des chaînes. En première ligne se construisaient les scorpions, légers et rapides, frappant les forces vives. Derrière, les lourdes balistes, destinées à détruire les fortifications. La tactique de leur emploi rappelait un tir d'artillerie moderne, d'abord le réglage, puis le tir par zone. Les historiens notent que César, pendant la guerre des Gaules, utilisait des balistes pour briser la phalange ennemie avant l'assaut. Elles n'ouvraient pas seulement la voie, elles brisaient la volonté de résister. Le terme « catapulte » désignait alors une classe générale de machines de jet, mais les Romains les distinguaient clairement. Le scorpion, pour les flèches, la baliste, pour les pierres. Cette différence était comme celle entre un archer et un maître de siège. La baliste possédait des leviers rotatifs, installés dans un cadre rigide. Ils étaient torsadés à l'aide de cordes faites de tendons, accumulant de l'énergie comme un ressort. Lors du tir, les leviers se détorsadaient, projetant le projectile à une vitesse inimaginable. Les reconstructions modernes montrent, la force de l'impact atteignait un tel niveau que même des portes de fer étaient percées après plusieurs coups. La logistique de ces machines était non moins impressionnante. Pour livrer une baliste sur le champ de bataille, il fallait jusqu'à 40 mules et des dizaines de soldats. Le poids de certains exemplaires atteignait 3 tonnes. De plus, chaque pièce était marquée du sceau de la Légion afin que rien ne soit mélangé lors du démontage et du transport. Des découvertes archéologiques près de Carthage ont révélé des douilles en bronze estampillées Leg X de la 10e Légion de César. Cela prouve que les machines étaient standardisées, comme des armes de production de masse. Pendant la marche, les éléments de la baliste étaient transportés sur des chariots, et l'assemblage prenait de 3 à 6 heures. Chaque guerrier connaissait sa tâche. Qui fixe les montants, qui tend les tendons, qui vérifie la corde. Le centurion commandait ce processus avec la précision d'un général, car le moindre délai signifiait le risque d'être pris au dépourvu. Même la simple tension d'une corde était une affaire de calcul. L'humidité, la température, la direction du vent, tout avait son importance. Les Romains traitaient leurs machines comme des êtres vivants, exigeant soin et discipline. Plutarque écrivait qu'avant le tir des balistes, les soldats s'immobilisaient souvent dans l'attente, comme avant un tremblement de terre. Un silence tendu, l'odeur d'huile chaude et de résine, le cri rare d'une commande, puis un rugissement, impossible à confondre avec quoi que ce soit d'autre au monde. C'était le son d'une fureur mécanique, créée par la main de l'homme. Et c'est précisément ce son, le grondement de la baliste romaine, qui devint le symbole d'une époque où l'ingénierie se transforma pour la première fois en arme de pouvoir. Mais toute force a ses limites. Les Romains comprenaient, aucune machine, aussi parfaite soit-elle, ne l'emporte sans la volonté des hommes qui la manient. Et là où l'acier et le bois se heurtaient à la chair, la véritable tragédie de la guerre commençait. Le moment où le calcul précis se transformait en chaos. C'est alors que l'armée romaine fut confrontée pour la première fois à un ennemi qui non seulement supportait les coups des balistes, mais les utilisait aussi contre les Romains eux-mêmes. L'été, la chaleur, les murs de pierre, l'an 153 avant notre ère. Le siège de Numance en Espagne devint l'une des épreuves les plus difficiles pour l'armée romaine. Là où les légions l'emportaient habituellement par le nombre et la discipline, elles rencontrèrent un adversaire qui ne se rendait même pas face aux balistes. Les Espagnols, enfermés derrière des murs solides, savaient que derrière eux, il n'y avait que la mort. Et c'est ce qui les rendait plus dangereux que n'importe quelle légion. Les Romains encerclèrent la ville d'un mur de près de 20 km de long, transformant le siège en un anneau où chaque machine avait sa place. Ce jour-là,
La terre sous Numance tremblait sous les tirs des balistes et l'air était épais de poussière, de pierres et de peur. En première ligne opéraient les scorpions, légers, maniables, mortels. Ces machines ressemblaient à d'énormes insectes métalliques, leurs tendons tendus scintillaient au soleil, comme des écailles de reptiles. Chaque tir était accompagné d'un craquement sourd lorsque la corde d'arc, libérée, projetait un carreau de l'épaisseur d'un doigt. Le carreau, avec sa pointe en fer trempé, transperçait le bouclier, puis l'armure, puis le corps, et s'enfonçait dans la terre avec le même son qu'une hache fendant le bois. Les soldats appelaient ce son le chant du scorpion. Le terme centurie désignait une unité d'environ 80 hommes, et ce sont eux qui servaient les scorpions en conditions de combat. Chaque centurion veillait au rythme de tir, afin que les engins ne surchauffent pas et ne se brisent pas sous la tension. Une erreur pouvait coûter la vie. Si la corde d'arc se rompait, le levier métallique s'arrachait avec une force capable de fracasser un crâne. Mais la peur était une compagne habituelle du légionnaire, et elle ne l'empêchait pas d'exécuter les ordres. Les Romains l'emportent non par le nombre, mais par l'exercice, écrivait Végès, et à Numance, cette affirmation devenait évidente. Là où un autre peuple aurait paniqué, les Romains transformaient le combat en une procédure aussi précise que le mouvement des engrenages. Les balistes, elles, tiraient plus haut, sur les murs, les tours, les portes. Un des tirs, décrit par Tite-Live, détruisit une partie de la tour de la forteresse, tuant des dizaines de défenseurs. Mais les Numantins apprenaient vite. Ils commencèrent à utiliser des écrans en bois, à lever des boucliers de protection, à placer sur les murs des sacs remplis de laine et de terre. Les pierres des Romains ne brisaient plus les murs aussi rapidement, et le siège s'éternisa. Alors, le commandant Scipion Émilien ordonna de changer de tactique. Les balistes commencèrent à tirer non seulement des pierres, mais aussi des récipients d'argile remplis de pois enflammés. Lorsque de tels récipients se brisaient, la ville était enveloppée d'une fumée épaisse. Les flammes montaient vers le ciel, et il semblait que l'air lui-même brûlait. Les Romains savaient transformer le savoir-faire en arme psychologique. Ils savaient, un ennemi aveuglé par la peur est déjà à moitié vaincu. L'historien Appien écrivait que les bombardements nocturnes étaient accompagnés de torches, et les carreaux enflammés volaient dans le ciel comme des étoiles tombant sur la terre. Cette image n'était pas une exagération. Le feu se reflétait dans les casques, projetait de longues ombres sur les visages des guerriers, et même les soldats expérimentés avaient l'impression de participer à quelque chose de surnaturel. Mais la guerre n'est pas seulement technique, c'est aussi l'épuisement. Les légions perdaient leur force, leur provision, leur patience. Chaque jour exigeait des efforts, et les balistes réclamaient des soins, comme des êtres vivants. Leurs cordes se détendaient, et les tormentarii les enduisaient d'un mélange de graisse et de cire pour préserver leur élasticité. Les machines étaient démontées et remontées, les angles et les fixations vérifiées. Même pendant les nuits de silence, lorsque aucun tir ne retentissait, on entendait un léger grincement dans le camp. Les soldats retendaient les cordes, vérifiaient les arcs, se préparaient pour un nouveau jour. Les archéologues ont trouvé sous Numance des traces de constructions calcinées et des coins métalliques utilisés pour fixer les cadres des balistes. Ces découvertes confirment les descriptions des auteurs antiques. Les Romains n'abandonnaient pas leurs machines, même lorsqu'ils perdaient des hommes. Pour eux, l'arme était le prolongement de leur volonté. Et si un homme tombait, un autre prenait sa place, sans changer le rythme. Lorsque les murs de Numance s'effondrèrent enfin, Scipion n'ordonna pas d'assaut sur la ville. Il savait. Les habitants étaient déjà voués à la mort. Ils incendièrent leurs maisons et moururent, ne donnant pas à Rome la victoire par un triomphe. Et pourtant, c'est précisément lors de ce siège qu'est née une nouvelle approche de la guerre. Désormais, les machines ne sont plus un simple moyen auxiliaire, mais la clé de la domination. Les balistes et les scorpions ont prouvé que l'ingénierie était capable de décider du sort des batailles. Mais ce n'était que le premier chapitre de l'artillerie romaine. Bientôt, ces machines deviendraient non seulement des armes de siège, mais aussi une partie des armées mobiles. Rome apprit à transporter la mort avec elle, transformant chaque champ en forteresse. Et alors la notion même de combat changea pour toujours. La distance cessa d'être un salut. Nous étions au 1er siècle avant notre ère. Rome étendait ses frontières, et à chaque nouvelle campagne, les légions devenaient non plus une simple armée, mais une machine de guerre en mouvement. Désormais, les balistes et les scorpions accompagnaient les troupes non seulement lors des sièges, mais aussi dans les batailles rangées. On ne les démontait plus entièrement. Les ingénieurs avaient conçu des structures allégées sur des affûts à roues. Ces machines d'artillerie mobile pouvaient suivre la colonne et se déployer en quelques minutes. Polybe écrivait qu'une légion équipée de telles machines frappait avant que l'ennemi n'ait le temps de se rapprocher.
Ainsi naquit la première artillerie mobile du monde. Alors entre en scène l'un des généraux les plus brillants, Caius Julius César. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, il mentionne les scorpions et les balistes comme un facteur décisif de la victoire lors de la bataille d'Alésia. Là où les Romains affrontaient des dizaines de milliers de Gaulois sous le commandement de Vercingétorix, c'est précisément la précision des machines qui permit de tenir la défense. Lorsque les Gaulois lancèrent l'assaut sur les fortifications, les scorpions ouvrirent le feu sur les pentes, et les balistes brisèrent les tours de siège. César écrivait que pas un seul guerrier ne pouvait se cacher des flèches et des pierres tombant du ciel. Ce n'était pas une métaphore, c'était une tempête mécanique, orchestrée par des mains humaines. À ce moment, le mot baliste commença à résonner comme un symbole de discipline et de calcul. Contrairement aux armées chaotiques des barbares, les Romains agissaient comme un organisme unique. Chaque centurion connaissait sa section, chaque tormentarius sa visée. Avant le tir, lorsque toute la machine était tendue à l'extrême, le commandant prononçait un seul mot court, « émite », lâcher. Et des centaines de livres d'énergie tendue se libéraient instantanément, envoyant la mort en ligne droite, comme si Jupiter lui-même avait lancé la foudre. Le terme « legatus » désignait le commandant d'une légion, un représentant du Sénat lui-même. Le légat n'était pas seulement un général, mais aussi un administrateur responsable de l'organisation du camp et de l'approvisionnement. C'est sous sa supervision qu'opéraient les ingénieurs, les forgerons, les charpentiers et les lanceurs. Les Romains transformaient chaque camp temporaire en une véritable forteresse, des remparts de terre, des fossés, des tours en bois, et entre eux, des rangées de scorpions, pointés vers l'extérieur. Le camp respirait comme un être vivant. Chacun de ces éléments avait une fonction, et les balistes étaient ses muscles. L'historien Goldsworthy a noté que la particularité de l'armée romaine résidait dans sa capacité à systématiser toute arme. Les machines étaient assemblées selon des plans standardisés, leur calibre et leur dimension étant adaptés à des projectiles unifiés. Même les carreaux avaient une longueur et un poids strictement définis, afin de ne pas perturber la balistique. Les fouilles archéologiques à Mayence et Carnuntum ont révélé des pointes de flèches en fer, identiques en forme, ce qui confirme que Rome avait déjà introduit une standardisation de fait des munitions. Lors de la campagne de César à travers le Rhin, ses ingénieurs construisirent un pont en 10 jours, et c'est de ce pont, selon la description de Plutarque, que les Romains bombardèrent les Germains avec des scorpions pour maintenir la distance. Ce moment devint le symbole d'une nouvelle ère. Rome apprit à tirer à distance en gardant ses lignes intactes. Les guerriers ne se jetaient plus dans le combat rapproché avec désespoir, ils l'emportaient par le calcul. Leurs boucliers déviaient les flèches, et leurs machines renvoyaient la mort. La baliste atteignit le sommet de sa perfection durant ces années. Sa portée atteignait 400 mètres, et sa force d'impact permettait de détruire tours et murs. Le mécanisme de tension, composé de 2 ressorts de torsion, devint si précis que les tormentarii expérimentés pouvaient ajuster la tension au son. Ils savaient que la voix correcte du tendon résonnait comme un gémissement bas sous le zan. Une erreur d'un tour dans la tension pouvait modifier la portée du projectile de dizaines de mètres. Ces maîtres sentaient la machine, comme un musicien sent son instrument. Lors du siège d'Alésia, lorsque les Gaulois lancèrent une dernière attaque désespérée, les balistes tirèrent sans interruption. César écrivit que l'air était rempli du sifflement des flèches et du fracas des pierres, et tout le champ de bataille fut envahi par la poussière. Les pierres tombées écrasaient les tours de siège, et les carreaux transperçaient hommes et planches à la fois. Les Gaulois, perdant leur formation, se dispersèrent, et c'est alors que les légionnaires avancèrent. C'était l'alliance parfaite de l'ingénierie et de la bravoure. La machine ouvrait la voie, l'homme achevait le travail. Mais même une telle puissance avait ses limites. Les balistes ne pouvaient pas tirer en haut des pentes abruptes ou dans les forêts denses. Et les ennemis de Rome apprirent rapidement à utiliser le relief pour priver les machines de leur avantage. Alors, les Romains répondirent au défi. Ils commencèrent à créer des scorpions plus légers, adaptés au combat manœuvrier. Ces modèles pouvaient être portés sur les épaules de 4 soldats. Ils ne tiraient pas aussi loin, mais plus vite et plus fréquemment. La tactique changea. Désormais, l'artillerie devenait non seulement destructrice, mais aussi mobile. À cette époque, la fonction de praefectus fabrum, préfet des ingénieurs, apparut dans l'armée. Il commandait tous les spécialistes techniques, était responsable de la construction et de la réparation des armes. Sous sa direction, les balistes étaient entretenus comme des objets sacrés. On les graissait, on les huilait, on les recouvrait de tissu pour les protéger de la poussière. Pour les légionnaires, ce n'était pas de simples machines, mais une garantie de vie. Car si l'ennemi les atteignait,
Cela signifiait que la ligne de défense s'effondrait déjà. Et pourtant, derrière chaque tir, derrière chaque tendon tendu, se cachait non seulement la précision de l'ingénierie, mais aussi la tension humaine. Les soldats savaient que toute erreur était la mort. Parfois les cordes cédaient, et des morceaux de métal déchiraient les corps de ceux qui se tenaient à proximité. Mais les Romains ne reculaient pas. Ils croyaient, si même la machine peut être inconstante, l'homme se doit d'être ferme. Cette fois, c'est ce qui transforma l'arme mécanique en symbole de la puissance romaine. Cependant, un adversaire les attendait, devant lequel ni la précision, ni le bronze, ni la discipline ne pouvaient les sauver. Les armées orientales apportèrent sur le champ de bataille de nouveaux types de machines, de nouvelles méthodes de destruction. Et Rome ressentit pour la première fois que ses propres créations pouvaient se retourner contre elle. Deuxième siècle de notre ère, l'Empire est à son apogée. Les légions s'étendent de la Bretagne à la Syrie, du Rhin à l'Euphrate. Mais avec la croissance des territoires, les défis augmentent également. Les armées orientales, Parthes, Arméniens, Perses, commencent à utiliser leurs propres machines de jet. Rome se retrouve pour la première fois face à son propre reflet. Les batailles se déroulent désormais non seulement entre hommes, mais aussi entre mécanismes. Et lorsque le grondement du scorpion résonne au-dessus du désert, son écho répond de l'autre côté. C'est déjà l'ennemi qui tire avec une baliste romaine de butin. À ce moment, l'histoire boucle la boucle. L'ingénierie romaine devient une arme contre Rome. Le champ de bataille change. Les guerriers ne voient plus l'ennemi face à face. La mort arrive de loin, invisible, rapide, sans avertissement. Plutarque écrivait que, dans les batailles en Orient, les hommes tombaient sans entendre le tir, ne sentant que le coup de vent. Ce n'est pas une exagération. Le carreau du scorpion volait à une vitesse allant jusqu'à 150 mètres par seconde. Visuellement, il était presque impossible de le remarquer. Un instant, et la pointe de bronze transperçait l'armure de part en part, comme si l'homme était fait de cire. Le terme ballisticus à Rome désignait non seulement l'opérateur de la machine, mais aussi le maître du calcul. Ces hommes étaient des instruments vivants. Ils savaient estimer l'angle par le soleil, la distance par les pas, la force du vent par le mouvement de la fumée. Le légat romain leur accordait une importance particulière, car l'issue du combat était de plus en plus souvent décidée non par les épées, mais par la précision des tirs. Dans les armées de Trajan et d'Adrien, les balistiques recevaient un salaire supérieur à celui des centurions ordinaires. C'était un nouveau type de guerrier, un homme d'esprit, armé de mécanique. En Orient, les Romains utilisèrent pour la première fois des balistes de siège avec un système de contrepoids, le prototype de la future mécanique du trébuchet. Les archéologues ont trouvé en Syrie des plaques de bronze et des fragments de levier qui pourraient appartenir précisément à ces modèles tardifs. De telles machines lançaient non seulement des pierres, mais aussi des boules de fer recouvertes de poids. Elles s'enflammaient à l'impact, et les murs de l'ennemi prenaient feu. Ce n'était plus simplement la guerre, c'était un apocalypse d'ingénierie. Pendant la campagne de Trajan contre les Parthes, selon les témoignages de Dion Cassius, les Romains utilisèrent des balistes lors de la traversée du Tigre. Les machines étaient installées sur des radeaux qui descendaient le fleuve en bombardant les rives. Ce fut la première tentative de créer une artillerie flottante dans l'histoire. Sous le soleil ardent, dans le bruit de l'eau et le sifflement des cordes, les soldats romains voyaient leurs propres inventions se transformer en fléaux des éléments. L'eau, le feu, le métal, tout s'unissait en un seul coup. Mais les ennemis apprenaient vite. Les Perses renforçaient leurs murs avec des tours en briques crues qui amortissaient l'impact des pierres. Ils commencèrent à utiliser des boucliers en bois recouverts de peau brute et construisirent même des doubles murs avec un espace pour amortir l'impact. En réponse, les Romains augmentèrent le calibre des machines, allongèrent les leviers, renforcèrent la tension. Les balistes devenaient de plus en plus grandes et lourdes, nécessitant des dizaines d'hommes pour les manœuvrer. Chaque tir se transformait en un petit spectacle, des ordres, des signaux, le grincement des poulies, puis la décharge, comme si le ciel lui-même s'effondrait sur la terre. L'historien Sayers écrivait qu'à cette époque, les balistes n'étaient plus seulement des armes, mais un symbole du statut de l'armée. Elles étaient ornées des emblèmes des légions, d'aigles de bronze, d'inscriptions, SPQR, le Sénat et le peuple de Rome. Il y avait là une fierté, une vénération presque religieuse. Les légionnaires croyaient que chaque machine portait la volonté de l'Empire. Quand elle tirait, c'était Rome elle-même qui tirait. Mais cette confiance leur joua un mauvais tour. Pendant la révolte en Judée décrite par Joseph, les défenseurs de Jérusalem s'emparèrent de plusieurs scorpions romains et les utilisèrent contre les assiégeants. Ce fut un choc. Pour la première fois, les Romains se retrouvaient sous le feu de leurs propres armes.
Les projectiles frappaient leur camp, détruisaient les tours et apportaient cette même mort qu'ils infligeaient aux autres. César, jadis fier de ses balistes, se serait transformé en fantôme en voyant l'Empire se tirer dessus lui-même. Alors, de nouvelles mesures de sécurité apparurent. Chaque légion avait désormais une garde pour les positions d'artillerie, et les Tormentarii étaient tenus de détruire les machines si le danger de leur capture menaçait. Les balistes n'étaient plus laissés sans surveillance, même la nuit. On les couvrait de bâches, des patrouilles gardaient les dépôts de munitions. La technique romaine devenait de plus en plus sophistiquée, mais en même temps, de plus en plus vulnérable. Et pourtant, malgré cela, les balistes restèrent le cœur de la puissance romaine. Elles participèrent à chaque grande campagne, au siège de Dura Europos, à la défense d'Antioche, à l'invasion de la Bretagne. Dans leur ombre se déroula la vie de toute une génération de soldats, habitués à l'odeur de la cire brûlée et au son de la tension des tendons. Et si dans les premières guerres le héros tenait une épée, désormais le héros tenait la clé de la baliste, le levier qui déclenchait la colère de l'Empire. Mais rien n'est éternel, pas même le pouvoir du métal. Vers la fin du IIIe siècle, de nouveaux peuples, des barbares du Nord, apportèrent d'autres méthodes de combat. Leur avalanche ne connaissait pas la peur des machines, car ils frappaient vite, soudainement, sans formation. Face à leur rapidité, les balistes encombrantes semblaient des géants englués dans le passé. Et alors, Rome commença à comprendre. L'art de la guerre devait changer, sinon ses propres inventions deviendraient le symbole non pas de la force, mais du déclin. L'Empire tremblait sous la pression des tribus gothiques. Les balistes grondaient encore sur les murs, mais leur voix sonnait déjà fatiguée. Les machines, jadis incarnation de la raison et de la force, tiraient désormais dans le vide. L'ennemi disparaissait avant que la pierre n'atteigne sa cible. Les ingénieurs réparaient les cordes rompues. Les légats appelaient à la discipline, mais le temps lui-même affaiblissait les tendons. La baliste, enfant de la logique, périssait avec l'ordre qui l'avait engendré.